Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 157 000, c'est le nombre d'emplois perdus en 2023 selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Le taux de chômage, lui, est passé de 11,8% en 2022 à 13% en 2023. Ce taux est passé de 5,2% à 6,3% en milieu rural et de 15,8% à 16,8% en milieu urbain. Le taux d'activité a baissé entre 2022 et 2023 de 0,7 points pour s'établir à 43,6%. Quant au taux d'emploi, il a reculé de près d'1 point. Quel bilan faire du marché de l'emploi au Maroc? Quelle stratégie mettre en place pour booster le secteur? Le chômage a atteint un pic historique. Donc en 2023, comment inverser la tendance? Nous allons tenter de répondre à ces questions ce soir avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un chiffre important, 157 000 emplois perdus en un an, sachant que l'année dernière, c'était 22 000 emplois de perdus. Comment expliquer ces chiffres? Je pense pour expliquer cette situation, il faut rappeler certains éléments importants. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore sorti de la crise Covid, qu'on a perdu pas mal d'emplois à la hauteur de 600 000 emplois en 2020 et 2021, parce que c'est une crise mondiale qui a impacté à la fois la demande et l'offre. Deuxième élément aussi qui est important, c'est la sécheresse ici au Maroc. Aujourd'hui, on enregistre sur les 6 années, on a fait 4 ans ou 5 ans de sécheresse, donc c'est important pour le secteur de l'agriculture, c'est un élément essentiel. Troisième élément aussi, c'est la question de l'inflation. Il ne faut pas oublier que la Banque du Maghreb, la banque centrale, elle a augmenté le taux directeur en 3 fois consécutifs, donc c'est la raison pour laquelle on a augmenté les tarifs pour les crédits. Donc, pour les gens, quels que soient les particuliers ou bien les entreprises, lorsqu'ils vont y aller vers les banques, ils vont trouver que les crédits ne sont pas à la portée. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit que les particuliers n'achètent pas de voitures, n'achètent pas de biens immobiliers et n'achètent pas surtout tout ce qui concerne l'électroménager. Donc, ce sont des choses essentielles. La même chose pour l'entreprise. Les entreprises qui veulent investir, ils vont reporter leur investissement pour les années à venir. Et le quatrième élément essentiel, c'est que l'année dernière, on a enregistré un taux de croissance à la hauteur de 2,8%. Alors, sachant que chaque point de croissance, il crée 15 000, 16 000 postes d'emploi, donc on est sur 41 000, 44 000 postes d'emploi. La chose qui a été faite en 2023. Donc, ce sont des chiffres alarmants, mais ça a été prévu qu'on va avoir des dégâts collatéraux de l'inflation parce que nous sommes aujourd'hui dans une période de récession. Donc, la crise post-Covid, inflation, des chiffres auxquels, en tout cas, on s'attendait. Donc, vous n'êtes pas du tout surpris de la situation. Le chef du gouvernement avait promis 200 000 emplois par an, une création de 200 000 emplois et une croissance de 4%. Est-ce que la conjoncture actuelle, celle que traverse en tout cas aujourd'hui le Maroc, quand on parle de sécheresse, de stress hydrique, et puis la conjoncture aussi internationale avec tous les conflits qui impactent certainement et qui font obstacle à ces promesses en tout cas, est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'on n'ait pas pu atteindre ces objectifs-là? Et est-ce qu'ils sont encore réalisables pour les années qui viennent? C'est vrai. En toute objectivité, lors de la campagne électorale en 2021, le chef du gouvernement à l'époque, pendant la campagne, il a promis la création d'1 million de postes d'emploi pour les 5 années de son mandat, ce qui a été prévu et réalisable. Mais à l'époque, il n'y avait pas ni l'inflation, ni aussi la crise entre la Russie et l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2022, on a enregistré une facture pétrolière extraordinaire et un record nationale à la hauteur de 15 milliards de dollars. C'est énorme pour une économie émergente comme l'économie marocaine. Il y avait aussi pas mal de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement pour les produits et les services. Et aussi, voilà, cette
détérioration des pouvoirs d'achat des Marocains. Donc, il y a une baisse de la demande au niveau local, sans oublier l'élément essentiel, c'est la sécheresse. Parce qu'aujourd'hui, pour créer 1 million de postes d'emploi, il faut créer à peu près la moitié dans le secteur d'agriculture. Donc, il faut avoir un taux de croissance de 4%, 5%. Ce n'est pas le cas parce qu'en 2022, on a créé à peine 1% de croissance et en 2023, à peine 2,8%. Alors que normalement, le NMD, le nouveau modèle économique pour le pays, il table sur une première vitesse à la hauteur de 4-5% pour y aller d'ici la fin de la décennie pour une croissance de 7%, 8% à des chiffres de croissance à 2 chiffres. Absolument, on parle donc de 138 000 chômeurs en plus, 19%, donc un taux d'activité de 19% pour les femmes, un taux d'emploi de 38%, pour en tout cas le taux d'activité 41,8%. Tous ces chiffres, comme vous l'expliquez, alors que finalement on enregistre une croissance, mais qui n'est pas aujourd'hui suffisante, n'est-ce pas? Exactement, c'est une croissance... C'est un paradoxe aujourd'hui de fait de savoir que la croissance est positive, mais que les emplois quand même sont détruits. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est qu'on a perdu 157 postes d'emploi, mais on a créé 41 000 postes d'emploi. Pourquoi? Parce que qui a fait la défaillance de la sphère, c'est le secteur d'agriculture. Parce qu'on a perdu presque 200 000 postes d'emploi. Donc c'est le secteur qui est le plus impacté aujourd'hui? Le plus impacté, c'est l'agriculture. Parce que voilà, on a perdu presque 200 000 postes d'emploi. C'est vrai que 190 000 postes d'emploi, ce sont des postes non rémunérés, mais quand même, ce sont des postes qui créent de la richesse pour le Maroc. Donc aujourd'hui, il y a une question clé. Si on n'arrive pas à créer à régler la question du stress de l'eau, voilà, on ne peut pas y arriver à 3. Parce que même avec l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, les MRE, etc., même si on n'arrive pas à avoir 2% ou 2,5% du secteur agriculture, au moins d'ici la fin de la décennie, on ne peut jamais y arriver à 2% de 4% ou 5% comme prévu pour le NMT. Donc tout dépendra de la sécheresse et du stress hydrique. Au moins d'ici la fin de la décennie. Parce que d'ici 2030, on va régler le problème à travers 4 éléments essentiels. Tout ce qui concerne la liaison entre les bassins hydrauliques, entre le nord et le sud. La question de la création de pas mal de stations de dessalement de l'eau. On va y aller vers 36 stations d'ici 2026. Aussi, tout ce qui concerne les eaux usées, qu'on va l'utiliser pour arroser, pour le golf, pour les espaces verts. Et aussi la création de petits barrages. Donc, d'ici 2027-28, on va s'adapter avec le contexte, mais après la fin de la décennie, on va être autonome en matière d'eau. Et dans ce cas-là, il y aura un nouvel élan, en tout cas. Voilà, lorsqu'on va dire qu'on va faire 3%, 4%, 5%, on va la réaliser sans prendre en considération les hypothèses et la dépendance avec la générosité du ciel. Du ciel qui est généreux aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est généreux. Qui a été très généreux. Espérons que ça va continuer. Ça va continuer au moins d'ici la fin de la semaine. Oui. Et en ce qui concerne les autres secteurs qui sont impactés, hormis l'agriculture? Mais bien sûr. Normalement, par exemple, on voit qu'il y a un secteur créateur de la richesse et de postes d'emploi au Maroc à travers, par exemple, l'immobilier. Lorsqu'on voit l'immobilier, on voit qu'on a créé 24 000 postes d'emploi dans le monde rural, mais on a perdu 9 000 postes d'emploi dans le milieu urbain. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que à la fois, il y a une baisse de la demande au niveau local, parce que voilà, les gens ils n'arrivent même pas à finir leur mois. Comment ils vont penser à acquérir un bien immobilier? Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, même les taux d'intérêt au niveau des banques à cause de l'augmentation de la Banque centrale. Donc les taux, c'est pas les 4,26% qui étaient en 2019-2022. Aujourd'hui, on parle de 5, on parle même de 5,6%. Donc ce n'est pas un contexte favorable pour acheter un bien immobilier. Et le troisième élément, il ne faut pas oublier aussi que les matières premières, on parle du fer, d'aluminium, du cuivre, du ciment, ils n'ont pas augmenté de 3%, 4%. Ils ont été augmentés de 100%, 50%, 200%, voire même 300%. Donc le secteur de l'immobilier, il passe une crise. Et moi, je pense qu'à travers le programme d'aide sociale au logement au niveau gouvernemental, il va aider ce secteur-là. La même chose pour le secteur de l'industrie. Mais malgré l'effort qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une saturation, donc on ne crée pas de la richesse supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on table sur un taux d'intégration
il faut qu'on passe de 64% à 80% dans les 3-4 années à venir. Et on est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 64. Donc, il y a un effort de 16% supplémentaire dans les années à venir. Et aussi, l'élément essentiel, qu'on voit qu'on crée de la valeur ajoutée pendant le secteur du tourisme, mais on essaye de retourner à la normale qui était en 2019. Ce sont des postes qu'on a perdus en 2020 et 2021, qu'on a créés en 2022 et 2023. Donc la situation, il est un petit peu paradoxale. Voilà, on voit qu'il y a des secteurs qui créent de la richesse et qui créent aussi des postes d'emploi, mais il y a un secteur essentiel, les deux, voilà, à savoir tout ce qui concerne l'immobilier, ce qui concerne l'agriculture, et le troisième secteur qui est aussi impacté, c'est le secteur du commerce. Parce qu'il y a pas mal de commerçants qui ont fermé leur boutique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une demande au niveau local, toujours à cause de la détérioration du pouvoir d'achat des Marocains, surtout les familles défavorisées et les familles de la classe moyenne. Très bien. Et pourtant, il y a un investissement qui est colossal, en tout cas. Bien sûr. Un investissement public. De la part de l'État. En 2023, c'est 300 milliards de dirhams qui ont été investis justement dans plusieurs projets pour booster ce secteur et l'emploi, en tout cas au Maroc. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ce sont des projets à long terme et on va attendre les retombées, mais qui ne se verront que plus tard? Ou est-ce qu'ils sont investis dans des projets non générateurs d'emplois? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui avec un investissement aussi important? Ça ne suffit pas pour plusieurs raisons. Premièrement, l'investissement public, c'est un investissement qui est victime d'une grande bureaucratie au niveau administratif. Parce que voilà, c'est vrai qu'on parle de 300 milliards de dirhams, mais à la fin... 30% du PIB, c'est 30% du PIB. Par exemple, avec d'autres pays voisins, donc ils font moins d'investissement public, mais ils créent plus de richesse. Alors qu'ici, voilà, on est à 300 milliards de dirhams, mais on est à peine à 1%, 2% de croissance. Donc le premier élément, c'est tout ce qui concerne la question de la bureaucratie et l'exécution. Il ne faut pas oublier que seulement en 2023 et en 2022 qu'on est arrivé à 60%, 79% d'exécution. Mais à l'époque, on était à 40%, 45% d'exécution. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'investissement public, il est toujours en matière d'infrastructure, en matière de grosses œuvres. Donc, les retombées, ils vont y arriver dans 5, 6, 7 Voilà, donc c'est des investissements. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est à chaque fois, il y a une sous-traitance. Donc, c'est vrai que l'État, il injecte 300 milliards de dirhams, par exemple, en 2023, mais ce sont des entreprises de grande taille, de moyenne taille et de petite taille qui ont bénéficié et eux aussi, ils veulent aussi gagner de l'argent. Donc, en fin de compte, ce n'est pas 300 milliards qui ont été injectés dans l'économie, mais c'est beaucoup moins que 300 milliards de dirhams. C'est la raison pour laquelle... Mais ça peut créer un écosystème, en tout cas. Mais bien sûr, ça crée un écosystème mais aujourd'hui, il faut qu'on inverse le schéma. Aujourd'hui, on a l'investissement public qui fait les 2/3 de l'investissement global et le secteur privé, il est à peine à 1/3. Et justement, quel rôle maintenant doit jouer aujourd'hui le secteur privé? Quel rôle doit-il jouer? Le secteur privé, c'est lui qui devrait prendre la main pour la création de la richesse. Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la question de l'accès au marché public et aussi l'accès au financement. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait accéder au marché public et aussi surtout au financement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les banques ne donnent des crédits que lorsqu'il y a des cautions, lorsqu'il y a des garanties, mais une petite entreprise ou une moyenne, si elle n'a pas les moyens, elle ne va pas avoir un crédit pour investir. Donc, il faut faciliter les procédures. Exactement. Le deuxième élément, c'est toute la question de la rente et la question de la concurrence. Et aujourd'hui, il y a pas mal de secteurs, qu'il y a une concurrence, il y a aussi un monopole. Je parle des banques, je parle des assurances, je parle des produits pétroliers, je parle de plein de secteurs. Il n'y a pas une concurrence assez forte. Et le troisième élément qui est essentiel aussi, c'est le climat des affaires. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on sait très bien que 98% des entreprises, ce sont des entreprises de très petite taille ou bien de petite taille. Mais malheureusement,
il n'y a que les grands qui bénéficient des marchés publics. Par exemple, moi je prends toujours un exemple assez flagrant, ça n'a aucun sens qu'un groupe hôtelier qui fait un investissement à Tarazout ou à Saïdia ou à Jadida, mais tout ce qui concerne le jardinage, le nettoyage, la sécurité, on fait venir des entreprises, de grandes entreprises de Casa, de Rabat pour faire ce travail-là. Alors que normalement, ce sont des entreprises sur place, localement, avec une main-d'œuvre pour un petit peu qui s'agrandit petit à petit. Si on arrive à faire ça, je pense que d'ici là, le secteur privé, il va travailler. Et aussi, aujourd'hui, il faut qu'on passe d'un investissement sans stratégie, parce qu'aussi, la Cour des comptes qui a parlé de ça, il a parlé que c'est vrai qu'il y a un effort colossal en matière d'investissement, mais il n'y a pas une stratégie entre les différents départements ministériels et aussi avec l'entreprise. Une coordination, voilà, donc. Une coordination. Il faut avoir une stratégie et surtout, il faut y aller vers des secteurs porteurs d'une grande valeur ajoutée, à savoir tout ce qui concerne le numérique, ce qui concerne l'industrie automobile, l'aéronautique, le tourisme, etc., pour créer de la richesse. Il ne faut pas juste rester dans des secteurs traditionnels. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. On commence à travailler sur ça parce que, voilà, il ne faut pas aussi oublier un élément essentiel, c'est que, par exemple, pour l'automobile, on est passé juste de l'assemblage. Aujourd'hui, on a une vraie industrie automobile ici au Maroc. Absolument. Donc, on a 64% de la valeur ajoutée créée ici au Maroc. Il faut faire un effort en matière de motorisation. Le même exemple, on sommes en train de le faire ce qui concerne l'aéronautique. Aujourd'hui, on est dans l'assemblage, mais dans 3, 4, 5 ans, on va aussi créer pas mal de pièces de rechange. Et devenir pionnier, d'ailleurs, dans le domaine. La même chose pour le tourisme. Aujourd'hui, le contexte est très favorable parce que la destination marocaine, elle est très compétitive. Et puis, il y a le mondial. À cause, grâce à l'inflation, parmi les choses positives de l'inflation, c'est que la destination marocaine, c'est une destination compétitive par rapport. C'est la raison pour laquelle qu'on a créé en 2023, on est à plus de 14 millions de touristes, alors que l'objectif en 2026, c'est 17 millions. Donc, on va y arriver, moi je pense, en 2025 maximum, on va y arriver vers 17 millions pour y arriver à notre objectif ultime, c'est 26 millions en 2030, mais surtout avec la CAN, avec le mondial, avec pas mal d'éléments qu'on va organiser, des événements, de grands événements qu'on va organiser dans les années à venir. Moi, je pense que 26 millions de touristes, c'est exactement. En tout cas, les objectifs au préalablement fixés. Parlons maintenant des catégories de personnes les plus touchées au niveau du chômage. Aujourd'hui, c'est les jeunes. On a 400 000 diplômés par an. Tout à fait. Ces diplômés, que font-ils aujourd'hui? Combien de temps pour un diplômé pour trouver du travail en général? Aujourd'hui, on est revenu dans une situation un petit peu cruciale parce que voilà, il y a chaque année, il y a entre 300 000 et 400 000 de jeunes diplômés qui viennent au secteur d'emploi. Le secteur public, il arrive à peine à 40 000, 50 000, donc c'est peu par rapport à la création de postes d'emploi. La même chose pour le secteur privé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une tendance par rapport à l'entrepreneuriat et il faut qu'on aille vers cette question-là. Donc, et il y a des programmes qui soutiennent aujourd'hui. Il y a des programmes, Aouraj, il y a Intilaka, il y a Força, il y a pas mal de programmes. Mais le travail qu'on devrait faire avec ces jeunes-là, c'est un travail durant toute la chaîne de l'entrepreneuriat. Avant l'entrepreneuriat, donc il faut avoir des incubateurs dans les régions, dans les provinces, pour parler avec les gens, pour discuter, pour un petit peu aller au-delà, pour développer l'idée et voir est-ce qu'il est tenable ou pas. Par la suite, il faut former les gens. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème. C'est quoi? C'est qu'il y a des jeunes ayant une idée, qui veulent travailler, mais ils n'ont aucune idée sur la gestion de l'entreprise. Donc même s'ils vont aller décrocher des marchés, ils ne vont pas aboutir à bien gérer leur entreprise. Donc, il faut avoir une formation, un renforcement de capacité en matière de gestion administrative et gestion aussi juridique et financière des entreprises. Il faut aussi faciliter l'accès au financement, ce qu'on a parlé tantôt. Donc, ça, c'est un élément essentiel. En tout cas, aujourd'hui, au niveau des startups, tout le monde peut commencer. Toute personne qui le souhaite, elle a les programmes à sa disposition pour pouvoir au moins se lancer. Mais on a un grand problème, c'est qu'on a un taux de mortalité, surtout sur les trois premières années. Il y a un taux de mortalité qui est assez élevé. Donc, il faut avoir un accompagnement pour ces jeunes-là pour qu'ils arrivent à développer leur entreprise et par la suite, ils vont y aller vers des petites et même moyennes entreprises, comme c'est le cas dans des pays européens ou des pays de l'Amérique du Nord. Mais après, est-ce que c'est aussi une question de mentalité? Parce que
qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent tout d'abord et avant tout le salariat plutôt que l'entrepreneuriat. Ça commence à changer. Ça commence à changer. C'est vrai, qu'à notre époque, il y avait que, même avec nos parents, qu'on parle avec nos parents, ils te disent il faut y aller vers la fonction publique parce que c'est la garantie, c'est l'État. Donc, ou même le salariat au niveau du privé. Un petit peu, on a commencé vers le salariat, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent à créer leur entreprise et qui le travail qu'ils vont faire dans le secteur privé dans 5 ans, dans 10 ans, ils le font en 12 mois, en 24 mois, 36 mois, grand maximum. Donc il y a aussi une volonté, mais il ne faut pas oublier que 25% des jeunes Marocains, ils ont exprimé leur volonté de créer des entreprises ici au Maroc. De toute façon, c'est ce qui permettra de créer un écosystème favorable, voilà, justement, entre le public, le privé et l'entrepreneuriat, parce que pour avoir des débouchés pour être 300 000 et 400 000, il faut réaliser toute croissance de 15%, 20%. On ne va jamais y arriver à 15%, 20%. Donc, il faut avoir un équilibre entre une fonction publique qui crée des postes d'emploi à la hauteur de 48 000, 50 000 par an. Le secteur privé voilà, aussi qui va créer 150 000, 200 000 postes d'emploi par an. Et aussi l'entrepreneuriat, s'il va créer aussi 50 000 ou 100 000, on va avoir un équilibre entre les gens qui viennent au secteur et aussi avec les besoins du secteur pour se développer dans les années à venir. Mais il faut, pour parler concrètement, si on n'arrive pas à régler deux grandes problématiques, on ne va jamais y arriver. La première problématique, c'est la question de l'eau, parce que l'eau, c'est essentiel. À partir de 2030, il n'y aura plus de problème. Voilà, il faut qu'on règle cette situation-là. Et le deuxième élément, c'est la question de l'énergie. Voilà, l'énergie aussi, elle est chère au Maroc. Je viens de citer qu'en 2022, on était à 15 milliards de dollars, c'est énorme. Donc pour une entreprise de petite taille, on n'a pas les capacités à payer le gasoil à 12 dirhams, 13 dirhams et 14 dirhams. Donc il faut avoir ça rentre un mix énergétique dans la stratégie marocaine aujourd'hui. Voilà, c'est le cas pour le Maroc. Donc d'ici 2030, on va y aller à 52% de mix énergétique. Donc il faut qu'on prenne ça comme des priorités. La question de l'eau et la question de l'énergie, surtout les énergies renouvelables. La question de l'eau, des énergies, mais il y a aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va détruire un certain nombre de métiers. On parle d'une 50aine de métiers, en tout cas, qui seront détruits, oui. Puis 50 autres % de nouveaux métiers qui vont être créés, sans parler de ceux qui vont être transformés. Comment se place aujourd'hui le Maroc dans cette dynamique? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience de cette transformation dans le marché de l'emploi, surtout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nos centres de formation, nos écoles d'ingénierie, nos universités ici au Maroc, il faut aussi qu'on revienne à ce qu'on a fait dans les années 70 et les années 80. Il faut qu'on revienne à la question de la polyvalence. Parce que voilà, dans les années 90 et les années 2000, on a formé les gens pour être des spécialistes, un banquier, un ingénieur, un technicien spécialisé en automobile, un technicien spécialisé en commerce, etc. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on revienne à la normale. La normale, c'est quoi? C'est la question de la polyvalence. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y aura des banques sans agence. Moi, je pense d'ici 2030, on aura peu d'agences physiques sur le terrain, mais il y a d'autres postes qui vont se créer. C'est normal parce qu'il y a des gens qui vont gérer ce qui concerne le back-office, les ingénieurs informatiques, la maintenance, l'entretien, etc. Donc, il faut que ces gens-là, le monsieur qui aujourd'hui travaille en face, en front office avec un client, qu'on lui forme pour que demain, après-demain, il va faire le même travail, mais en back-office. Donc, on va garder le poste d'emploi, mais en transformant la ressource humaine. Donc, c'est la conversion, des gens. Si on arrive à faire ça, moi je pense qu'on va y aller rapidement vers... Merci à vous, on arrive au terme d'émission, mais en moins d'une minute... Ça passe vite. Oui, ça passe très vite, 26 minutes. En moins d'une minute, si on pouvait parler du secteur informel, parce que ce secteur n'est pas pris en compte dans ces chiffres du HCP, ce qui fait que ce sont des chiffres qui restent plus ou moins biaisés. Comment intégrer ce secteur dans l'économie nationale pour pouvoir... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'or
pour intégrer le marché dans le secteur d'informel vers le secteur formel. C'est à travers le chantier de la couverture sociale. Parce qu'un monsieur qui est dans l'informel, lorsqu'il va intégrer le formel, il va bénéficier d'une assurance maladie obligatoire, une allocation familiale, une pension de retraite et aussi une indemnité de perte d'emploi. Donc c'est un petit peu avantageux pour ces personnes-là. Mais malheureusement, le gouvernement l'année dernière, il a fait une petite bêtise. C'est par exemple la question de l'auto-emploi. Donc ils ont taxé les gens au lieu de 1% à 30%. Donc on a perdu l'année dernière 600 000 auto-entrepreneurs qui ont quitté le formel pour y aller vers l'informel. Moi je pense que c'est un travail qu'on devrait faire dans les mois et années à venir. Voilà, pour intégrer les gens du secteur informel, pour le formel, pour la création de la richesse et surtout pour la création des postes d'emploi pour la jeunesse marocaine qui a beaucoup souffert ces 3 dernières années. Et c'est sur ces derniers mots que se termine donc cet entretien avec vous, Monsieur Mohamed Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve lundi avec un nouvel invité. Bon week-end.